On ne vit pas sur une île. Hein? On ne vit pas sur une île, on vit dans un système globalisé. Hein? On vit à l'heure de la globalisation de l'économie, alors c'est très important. Et ceci a un impact. Et tout ce modèle-là, maintenant, je vais le reprendre la même démarche, mais je vais dire au Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Au Québec aussi, il y a une nouvelle répartition de plus en plus inégalitaire des revenus. Il y a une concentration des richesses, il y a un appauvrissement du plus grand nombre. Il y a une intensification du travail et du stress et une insécurité au travail. Il y a une extension de la précarité du travail. Le temps partiel, je donne le chiffre. Le temps partiel est passé de 9% en 1976 à 18,6% en 2007. Quand même, ça veut dire que c'est pas loin d'une personne sur 5 qui travaille à temps partiel. Hein, ça veut dire que quand tu travailles à temps partiel, ça veut dire que tu gagnes à temps partiel. Hein, ça veut dire effectivement que ça veut dire une baisse des revenus importante. Ça, pour 26% pour les femmes, qui occupent encore plus de temps pour le temps, au niveau du temps partiel. Il y a une remontée du chômage. Ça avait baissé le chômage. Dans la région de Québec, ça a baissé le chômage. Mais il y a une remontée du chômage, puis une extension de la précarité du travail. C'est-à-dire que tu travailles, avant, il y avait dans le modèle fordien, tu travaillais dans une entreprise, tu pouvais rester 30 ans dans l'entreprise. Il y avait une sécurité. Puis là, effectivement, tout ça est remis en question. Donc, on vit à l'heure de la précarité. Tu travailles pour un contrat, tu travailles pour un temps déterminé, tu travailles pour des heures déterminées, de plus en plus. C'est un nouveau modèle de travail qui fait que tu es plus insécure, puis c'est plus difficile de lutter puis de se battre. Quand tu penses que tu peux perdre ton emploi toujours rapidement, tu es moins intégré dans un corps de travail, tu as un affaiblissement à cause de ça du mouvement syndical. Donc, qui est lié effectivement aux nouvelles formes d'organisation du travail. Dans le secteur manufacturier au Québec, on dit, Charest dit toujours, c'est pas si pire, hein, on a mieux passé l'économie, blablabla. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu effectivement dans toute une série de secteurs, il y a eu de l'emploi dans le secteur tertiaire, mais de 2002 à 2007, il y a eu 125 000 emplois qui ont été perdus dans le secteur manufacturier. Ça veut dire que 17% des ouvrières dans le secteur manufacturier ont perdu leur emploi. Ah, puis si on ajoute 2008, on est rendu à 125 000. Puis maintenant, en 2010-2011, ça continue la fermeture des entreprises à un rythme absolument considérable. Il y a un effondrement, effectivement, du secteur manufacturier au Québec. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que souvent, à l'intérieur de ces entreprises-là, les gens qui restaient là, c'est des gens de 40, 50, 60 ans, puis c'est les gens qui, effectivement, avaient un emploi plus important. Et bien sûr, c'est lié à la délocalisation en grande partie, cette affaire-là, mais c'est lié aussi au fait que le capital financier se comporte comme des pirates, effectivement. Il s'agit d'aller sur la ligne de piquetage de White Birch pour voir qu'ils se comportent comme des pirates. Et les travailleurs ils utilisent ces termes-là. Puis effectivement, maintenant, ils refusent de payer de plus en plus la part qu'ils doivent payer pour les fonds de pension. Les gens qui avaient accumulé des argents voilent, s'affondent comme neige au soleil. Donc, il y a une situation dramatique pour les gens de ces milieux. Un autre chiffre. À l'époque, en 90, le pourcentage de l'endettement par rapport au revenu, c'était 74,2. Maintenant, en 2007, puis ça s'est approfondi encore, c'est 130%. C'est-à-dire que les gens sont plus endettés sur un an, ils ont plus de dettes que l'ensemble de leurs revenus. Alors là, on voit la situation, effectivement, dans laquelle les gens sont pris à la gorge, effectivement. C'est important de le voir. Les entreprises ne paient pas leur juste part, OK? Alors, en 1964, ça, c'est les risques sortent tous les chiffres qu'il faut connaître pour faire une campagne. En 1964, le budget du Québec, la contribution des compagnies s'élevait à 62% des impôts. Hein? Et celle des particuliers de 38%. C'est-à-dire que les entreprises payaient plus d'impôts que les particuliers. En 2009, c'est 79% des impôts sont payés par les individus, puis c'est rendu à 21% pour les entreprises. Il y a eu un renversement total. Alors on voit la situation dans laquelle il y a eu un renversement du rapport de force
et les acquis ont été remis en question, et ils continuent de le remettre en question en disant on va augmenter les frais de scolarité universitaire, on va imposer des tarifs dans la santé, etc., etc., puis le même tarif pour tout le monde. C'est intéressant. Hein? Tu gagnes 25 000 ou tu gagnes 375 000, même tarif tout le monde dans la santé. Alors c'est hallucinant. Chose qui est assez intéressante, tout à l'heure je le mentionnais, c'est qu'ils ont organisé l'endettement. Ce n'est pas le coût des programmes qui a été le facteur, c'est la défiscalisation. La défiscalisation des plus riches. OK. Je donne quelques chiffres pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Entre 2000 et 2003, le gouvernement du PQ a opéré une baisse d'impôts à la hauteur de 6 milliards 700 millions de dollars. Ils sont pas agressifs, ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas agressifs en maudit, ces gens-là. Ils ont redonné 6 milliards durant cette période-là qui, effectivement, aurait dû être payés. Depuis l'arrivée du gouvernement libéral au pouvoir en 2003, les autres, ils ont moins radicaux un peu, 2 milliards 218 millions qui ont remis en non-paiement. Hein? En plus. Alors, effectivement, on voit que la marge de manœuvre qui aurait pu avancer a été dilapidée en baisse d'impôts aux plus riches. Sans considération, parce qu'il aurait pu dire on constitue une réserve budgétaire hein, pour répondre aux besoins criants de la population. Une fois qu'ils se sont endettés comme ça, quand ils ont remis les revenus en défiscalisant, ou ils ont été prendre leur argent pour faire les programmes sociaux auprès des banques, ils se sont endettés. Et qu'est-ce qu'ils ont payé? Ils ont payé au capital financier de l'intérêt. Ils ont rendu leur argent, ils se sont fait passer l'argent qu'ils auraient dû collecter, puis ils ont payé de l'intérêt pour l'argent qu'ils n'ont pas collecté. Ils sont passés 2 fois à la caisse. C'est hallucinant. Ils n'ont peur de rien. Ils sont passés 2 fois à la caisse. Une fois en prenant l'argent des impôts qu'ils ont été libérés de payer, puis une deuxième fois en passant de l'argent, puis en demandant l'intérêt pour cet argent-là. Donc, cette oligarchie financière-là est passée 2 fois à la caisse. Okay. Alors, donc, c'est assez grave ce qui s'est passé. Donc, une déduction fiscale liée au gain en capital imposable sur les placements financiers, puis là, on parle de petites affaires. 449 millions, puis 475 millions, j'en parle même plus. C'est des peanuts. Parce qu'effectivement, ils ont toute cette logique-là de faire des concessions fiscales systématiques aux plus riches. Je passe par-dessus ça. Très vite. Non simplement, le néolibéralisme est un système qui concentre la richesse et attaque les acquis de la population, mais c'est aussi un système productiviste qui détruit notre environnement. Et ça, c'est absolument fondamental dans l'analyse de Québec solidaire. On l'a discuté en même temps au Congrès, c'est pas pour rien, parce que nous, on fait une analyse entre le système économique existant et les effets au niveau de l'environnement. Alors, l'utilisation à l'heure actuelle, le secteur de l'énergie, l'enfermement de l'humanité dans une impasse écologique absolument gravissime. Hein? L'utilisation des énergies fossiles, est-ce que c'est en recul? Bien sûr que non. Comment Apport a-t-il analysé le réchauffement climatique et au niveau de la fonte des glaces? Une ouverture absolument exceptionnelle pour le commerce, une ouverture exceptionnelle pour l'exploitation du pétrole dans l'Arctique. Pour eux autres, c'est une occasion d'affaire, le réchauffement climatique. C'est extraordinaire. C'est l'argent qui pleut. On est dans une situation absolument catastrophique. Okay. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, c'est une logique. Cette logique-là, c'est une logique absolument liée. On parle, certains d'endroits,
ont pris un beau mot. Nous sommes à l'époque de l'Anthropocène. C'est à l'époque où c'est les humains qui déterminent complètement l'environnement. Et là, c'est les humains, mais ce n'est pas les humains. C'est le système capitaliste, industrialiste et productiviste qui ne peut concevoir qu'un développement de plus en plus important. Et je vous invite à lire un livre, si vous voulez un peu vous démoraliser, là, mais en même temps vous fâcher. Vous indignez. Vous indignez. Je vous invite à lire le livre sur la géopolitique de la faim de Ziegler. Hein? Et il fait le procès super argumenté. De la faim FIM ou FAIM? FAIM. Il fait le procès de les agrocarburants. Le capitalisme vert. On veut une économie au service du bien commun. C'est bien ça. Vous voyez que ça veut dire qu'il faut changer pas mal de choses. Hein? Deuxièmement, on veut démocratiser l'économie. Pas seulement la politique, mais l'économie. Wow! Hein? On veut bâtir un Québec écologiste et juste. Oh, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir renverser. Hein? Et puis on dit que cette politique énergétique est essentielle contre le réchauffement climatique. On veut des systèmes de transport collectif. On veut favoriser le plein emploi, pas la généralisation de la précarité et du travail à temps partiel. Hein? On veut renforcer les droits sociaux. Voici des intentions très, très louables. L'important, c'est d'identifier les obstacles. Par qu'est-ce qui fait qu'on rêve ou qu'est-ce qui fait qu'on fait une lutte politique? Quand on rêve, il faut savoir rêver, bien sûr, mais quand on rêve, on dit il faudrait, c'est horrible, hein? C'est choquant. Mais quand on fait une lutte politique, on pose la question, mais comment amener la majorité de la population à se fixer des cibles précises? Okay. Et on peut dire que Québec solidaire fait quand même des chemins là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de lire le programme, c'est de lire la plateforme. On a fait du chemin. Relisez la plateforme de 2007, vous allez voir qu'on a fait du chemin. Puis c'est de lire la plateforme de 2008, puis j'ai hâte de lire la prochaine plateforme. Mais, voici moi la façon dont je vois ça, simplement pour mettre en jeu qui serait une bonne plateforme selon moi. Je pense qu'il faut 5 grands chantiers pour orienter les politiques gouvernementales de Québec solidaire. Okay. Mais ça, je n'ai pas inventé ça, j'ai tout ça dans les programmes, dans les plateformes. Premièrement, partage de la richesse. En finir avec l'endettement public, puis faire une réforme de la fiscalité. Ça, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut restaurer la progressivité de l'impôt des particuliers. En rajoutant un palier? Pourquoi pas 10 paliers? Est-ce que c'est une invention? Non, c'est ce qui existait avant. Ça a déjà été 16 paliers. Alors, mon Dieu, même les gouvernants de l'époque étaient prêts à mettre 16 paliers. Alors, on voit ce qui s'est passé. Deuxièmement, rétablir un équilibre entre les impôts des particuliers et les impôts des entreprises. Ça, c'est un vocabulaire Québec solidaire. Moi, je pense qu'on devrait plutôt restaurer la position qu'il y avait, que j'ai mentionné tout à l'heure, où c'était 1 quart pour les gens, 3 quarts pour l'entreprise. Ah, ça aurait été... Mais là, c'est quand même bon, on peut commencer comme ça. Restaurer l'équilibre des particuliers et des impôts des entreprises.